Bonjour et merci d'être là. Donc, je suis Carole Van Bessler, professeure de yoga et yoga thérapeute. Donc en fait j'ai suivi un double cursus de formation, d'une part pour transmettre le yoga à des personnes dont on va dire la constitution ne présente pas de pathologie particulière. On peut avoir des particularités constitutives mais qui ne sont pas pathologiques, symptomatiques. Et puis je me suis rendu compte que ok, on pense que pratiquer le yoga, on peut le faire dans toutes les conditions, et à un moment donné, il y a des constitutions qui présentent des pathologies, et participer à un cours de yoga classique n'est pas possible. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée donc, dans la branche thérapeutique du yoga, où là, je transmets les techniques complètement adaptées pour aller soulager en fait les symptômes. Donc, voilà. Donc j'interviens aussi bien en milieu hospitalier qu'à mon cabinet à Villiers, et auprès de patients qui viennent soit directement me rencontrer, soit qui me sont adressés par les professionnels de santé. Voilà. Alors, bien que en fait, la yoga thérapie soit basée sur les techniques et outils du yoga classique, eh bien, ces techniques quand je vais vous les transmettre, elles sont choisies et adaptées pour que d'une part, vous puissiez les faire dans votre zone de confort, mais par leur répétition, elles vont venir en fait soulager les symptômes que votre constitution présente. Voilà. Et bien que la yoga thérapie se termine par thérapie, ce n'est pas une psychothérapie, c'est-à-dire que quand vous venez en séance, on ne passe pas notre temps à parler. Voilà. Donc oui, vous me présentez, vous me décrivez vos symptômes, ce pourquoi vous venez, quelles sont vos attentes, mais après ça va être de la pratique des techniques. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité aborder une pathologie en fait qui est un problème mécanique et structurel, la lombalgie. Pourquoi la lombalgie? Alors, la lombalgie déjà revêt diverses appellations. J'ai mal au dos, je me suis fait un tour de rein, j'ai un lumbago, j'ai une hernie discale, etc., un pincement de disque. En fait, c'est de multiples appellations, mais qui finalement, derrière, regroupent un symptôme prédominant commun qui est la douleur lombaire. Voilà. En termes de prévalence, de prédominance, il faut savoir que c'est la deuxième affectation qui, à un moment donné, affecte le plus souvent la constitution humaine. Après, peut-être, vous savez, la première, eh bien, ça va être le rhume, tout simplement. Voilà. Donc, en fait, cette prévalence est telle qu'à, de toute façon, à un moment donné, dans notre vie, on va en souffrir, d'une manière plus ou moins sévère, mais on y échappe rarement. Un petit rappel anatomique pour qu'on soit tous d'accord sur la localisation, s'il n'y a pas de douleur aujourd'hui. Donc en fait, vous avez la colonne vertébrale qui est une structure mécanique en forme de S, qui est composée de 33 vertèbres, 7 cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 4 soudés au niveau du coccyx. Et pour les vertèbres du dessus, avec donc un disque intervertébral entre chaque. Alors la fonction principale des lombaires, puisque c'est cette zone-là qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien ça va être de porter en fait le poids du corps. D'où la raison que la taille de nos lombaires sont un peu plus larges que le reste des autres vertèbres. Et que c'est à ce niveau-là que les principaux mouvements de torsion, de rotation axiale et de torsion vont se faire au niveau du corps. Et qu'enfin, c'est avec la zone C5, C7, la deuxième zone du corps la plus mobile. Ça veut dire qu'elle est en fait utilisée dans la plupart de nos activités quotidiennes, sauf pendant le sommeil. Et c'est pourquoi je vous invite à avoir un bon sommeil, puisque c'est à ce moment-là que votre corps en fait se répare. Voilà. Alors, la raison de la fréquence de cette pathologie. Je vais vous ramener quelques centaines de milliers d'années en arrière où on n'était pas sur nos deux jambes, mais à quatre pattes. Et en fait, c'est du fait du processus d'évolution de l'espèce humaine en fait, que
voilà, et le fait de la position verticale que les lombaires sont amenés à porter ce poids supplémentaire qui avant était réparti dans la fonction à 4 pattes, dans la position à 4 pattes. Le poids du corps en fait était réparti autrement. Et le fait d'être passé en position verticale, et bien nos vertèbres ont apporté en supplément en fait toute cette partie-là du corps. Voilà. Donc les conséquences, c'est que les lombaires portent ce poids supplémentaire et sont mobilisés dans l'ensemble de nos activités quotidiennes. En fait, vous imaginez, on le retrouve dans la situation de la femme enceinte. Quand, pendant la grossesse, il va y avoir un poids supplémentaire, et bien souvent, alors que ça ne se développait pas avant, on sent les lombaires douloureuses. Et bien cette évolution de l'espèce et ce poids supplémentaire sollicite énormément nos lombaires, d'où la fréquence de cette pathologie. Le résultat à cela, c'est que vous avez en fait une usure constante de cette zone, de la colonne vertébrale, et une accumulation de tension sur cette zone-là. Voilà. Donc, la colonne vertébrale, c'est une structure mécanique qui a sa propre force naturelle. Voilà. Qui va varier d'une part d'un individu à l'autre, et qui va aussi dépendre de la préparation et de l'entretien que vous accordez à cette structure en fonction des activités de votre vie. Et si cette partie de votre corps, vous la sollicitez au-delà de ses capacités naturelles, eh bien, va se créer, va arriver la pathologie, tout simplement. Voilà. À cela va s'ajouter, d'une part, des facteurs prédisposants. Quelles que soient les pathologies, il y a toujours une liste de facteurs prédisposants, et puis un facteur déclencheur. Pour ce qui est des facteurs prédisposants, vous avez déjà les courbes. Donc je vous ai dit, la colonne vertébrale, c'est en forme de S. Donc vous avez des courbes naturelles. Et pour certains d'entre nous, parfois, l'une ou plusieurs de ces courbures sont déjà altérées. Donc si je vous dis scoliose, lordose, kyphose, ou à l'inverse, colonne trop droite, ok, c'est pas forcément des pathologies, vous n'en souffrez peut-être pas, mais votre colonne, elle est déjà altérée par une courbure, soit excessive ou un peu altérée de cette partie-là. Ensuite, vous avez d'autres particularités constitutionnelles qui sont les pieds plats, les genoux arqués ou en forme de X, un désalignement de bassin, etc., etc. Donc ce sont des facteurs, là encore somme toute, à la base pas pathologiques, mais qui vont faire que le terrain il sera plus propice à la lombalgie. Et puis le dernier facteur prédisposant, ça va être le surpoids. Pourquoi? Tout simplement puisque le surpoids, il se place là, il se place rarement dans le dos, et alors chez les femmes un peu là, mais pour les messieurs c'est clair. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, même phénomène que pendant la grossesse, du coup, le corps en permanence va devoir porter un excès de poids supplémentaire. Et là encore, si bien souvent les muscles sont trop faibles pour dans la durée porter cet excès de poids. Pour ce qui est du facteur déclencheur, la plupart du temps, on est sur une forte contrainte inhabituelle et soudaine. Donc, vous portez une charge trop lourde, vous poussez une charge trop lourde, il y a une chute, vous chutez, il y a un accident, une blessure. Donc, à un moment donné, survient un phénomène, une situation qui va être le facteur déclencheur. Voilà. Donc, voilà dans une première partie, en fait, les éléments qui caractérisent la pathologie en tant que problème structurel, en fait, et mécanique, et les facteurs qui vont qui peuvent, en fait, plus facilement déclencher ce symptôme. Dans un deuxième temps, je vais vous parler des manifestations de la pathologie selon les degrés de sévérité. Donc, il y a 4 degrés. Le premier, ça va être le premier degré, le degré léger. Donc, le degré léger, en fait, il va toucher uniquement le muscle et il va se manifester par un spasme musculaire. Donc, un spasme musculaire, c'est une contracture importante qui va entraîner une douleur et une restriction des mouvements. Donc à chaque fois que vous allez vouloir bouger, ça va faire mal. Voilà. Et le muscle, lorsqu'il est spasmé, vous le sentez parce que d'une part, il est très dur, et d'autre part, sa forme va être davantage plate, beaucoup plus plate
que habituellement. Voilà. De plus, le corps qui est intelligent et qui veut protéger la structure va se déporter du côté qui n'a pas été affecté. Et donc va créer une compensation, et c'est bien souvent la raison pour laquelle les gens me disent au départ j'avais mal que d'un côté et maintenant j'ai mal des deux côtés. Voilà. Donc le message, dans ce premier degré de sévérité, le corps vous donne un message clair. Globalement, il y a la douleur, c'est le message, ne bougez pas. Voilà. Et c'est cette restriction de mouvement et la douleur qui impose le repos qui va entre autres contribuer à la guérison. Le deuxième degré de sévérité, degré modéré, c'est qu'en plus du muscle, vous allez avoir une atteinte des ligaments ou des structures de fixation au niveau de là où des vertèbres touchées. Donc là, en fait, en plus du spasme musculaire, vous allez avoir une inflammation. Pour reconnaître une inflammation, il y a 4 caractéristiques. On n'a pas forcément les 4, mais vous pouvez avoir une rougeur sur la zone concernée, un gonflement, de la chaleur et une restriction de mouvement. Donc, en plus du message de la douleur, votre corps il vous en donne un deuxième. D'une part, il y a inflammation, donc vous savez ce qui est touché. Et d'autre part, il faut savoir que l'inflammation, c'est la première étape du processus de guérison. Donc l'inflammation, il ne faut pas la stopper, il faut la laisser avoir lieu, se développer. Ensuite, vous avez le troisième niveau qui est déjà plus sévère, et derrière ça, on va parler de hernie discale. Ça veut dire quoi une hernie discale, ou ça veut dire quoi une hernie? Donc en fait, votre disque intervertébral a subi une tension. Si vous avez besoin de bouger, vous pouvez bouger, vous pouvez marcher. A subi une tension sous forme de cisaillement. Et ce cisaillement, en fait, va rompre la couche fibreuse externe du disque intervertébral. Qu'est-ce qui se passe quand cela arrive? Eh bien, vous avez le gel qui est à l'intérieur du disque qui va sortir de sa cavité naturelle. Une hernie, c'est toujours le même principe. On parle de hernie hiatale, on parle de hernie inguinale, de la ligne blanche. C'est l'organe qui sort, ou une partie de l'organe qui sort de sa cavité naturelle par un orifice, en fait, dans la cavité qu'il contient habituellement, par un orifice naturel. Voilà. Sauf que ce gel qui va sortir de sa cavité, alors il peut se situer à gauche, à droite ou au milieu, se manifester soit par un léger renflement ou une protrusion beaucoup plus grave et atteindre les nerfs et la moelle épinière. Donc quand on en arrive à une atteinte des nerfs spinaux, là dans ce qu'on appelle une atteinte nerveuse, la hernie est suffisamment importante pour qu'elle vienne en fait appuyer sur les nerfs. Et vous savez que les nerfs ont 2 fonctions possibles, soit une fonction motrice, soit une fonction sensitive, ou les deux à la fois. Et selon le nerf qui est touché, eh bien, vous allez avoir des symptômes qui sont différents. Soit vous allez avoir une sensation de chaleur, de brûlure, des picotements, mais vous allez aussi pouvoir avoir une sensation de faiblesse musculaire, une difficulté à faire certains gestes, certains mouvements, voire une paralysie, en fait, d'une partie ou de la totalité du membre. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez la progression dans la sévérité de la pathologie et les différents tissus qui peuvent être touchés au cours de cette pathologie. Voilà, avec les symptômes qui vous indiquent sur quel degré de sévérité vous êtes. Voilà. Maintenant, je vais vous parler des 3 formes que peut revêtir l'affection. Vous avez la première forme qui est la forme aiguë. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est généralement sur un épisode qui va survenir lors d'un port de charge trop lourd, lors d'un accident, d'une blessure, sur une constitution plutôt jeune. Quand je dis plutôt jeune, ça ne veut pas dire 25 ans, ça veut dire que la colonne vertébrale, et notamment de la zone de cette constitution, n'a pas encore subi d'altération, de dégénérescence. Donc il n'y a pas d'antécédents et juste des facteurs prédisposants qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez avoir une douleur sévère suivie d'une inflammation et d'une immobilité. Et en fait,
avec du repos et les techniques que je vous transmets en yoga thérapie, vous allez avoir une guérison rapide et totale. Lorsqu'on est sous une forme chronique, qui est la deuxième forme possible de l'affectation, là on va être sur une constitution qui, dont les tissus autour des lombaires ont déjà subi une certaine forme d'altération ou de dégénérescence. Donc, ces altérations peuvent être caractérisées par exemple par une déshydratation des disques intervertébraux, une réduction, une modification de la taille en fait de vos vertèbres, l'apparition d'excroissance osseuse que l'on a notamment dans le cadre de l'arthrose. Voilà, donc différentes modifications de vos vertèbres qui font qu'en fait la combinaison de ces modifications dans et autour des nerfs vont générer une compression du nerf. Et comme le processus de dégénérescence est un processus lent, eh bien, la douleur va plutôt se développer de manière insidieuse. Donc vous allez avoir des sensations très différentes par épisode où j'ai un peu mal, un petit peu, c'est venu, c'est reparti, et puis le jour d'après c'est un peu plus marqué, etc. Et là, le processus de guérison va être un peu plus long et peut ne pas être, s'il n'est pas accompagné de techniques, de démarches bien spécifiques, peut mettre du temps en fait et ne pas être total, surtout se résorber de manière complète. Troisième forme d'affectation, vous vous en doutez, vous allez en fait cumuler les deux premières, c'est-à-dire aiguë, avec des vertèbres qui présentent des signes de dégénérescence. Et donc, dans ce cas-là, vous allez plutôt ressentir une amélioration rapide de vos symptômes, mais vous pouvez néanmoins ressentir un inconfort qui peut perdurer plusieurs semaines ou plusieurs mois. Voilà. Donc, c'était pour vous dresser dans un premier temps un tableau, alors qui n'est pas exhaustif, mais et que j'ai essayé le plus simple possible, qui vous illustre. On est bien sur un phénomène mécanique, structurel, pas sur autre chose, avec des degrés de sévérité différents, et j'ai envie de dire, n'attendons pas d'atteindre le bas, plus le haut de l'échelle, selon où on se place, et avec trois formes possibles, différentes en fonction de l'état de notre constitution et notamment de notre colonne vertébrale. Donc maintenant, je vais vous parler de l'approche thérapeutique du yoga, puisque l'intitulé de la conférence, c'était lombalgie et yoga thérapie. Alors, donc, la yoga thérapie, même si, comme je vous disais, elle est dérivée du yoga, ces techniques sont dérivées du yoga, vous oubliez le cours classique du yoga, et là, les techniques vont être choisies et sélectionnées dans un certain ordre parce qu'elles vont faire effet, agir sur vos symptômes. D'accord ? Et si au cours de yoga, vous venez assister à votre cours, mais vous ne voulez pas pratiquer à la maison entre deux séances, c'est pas grave. Par contre, la yoga thérapie, les techniques que je vais vous transmettre, il va falloir les faire tous les jours jusqu'à résorption de vos symptômes. C'est comme quand votre médecin il vous donne une ordonnance et qu'il vous demande de prendre le traitement pendant un mois, c'est la même chose. Si vous ne faites pas, c'est pas moi depuis le cabinet ou chez moi à la maison, ou même si je faisais ce que je vous ai donné, il ne va rien se passer sur votre corps. Donc c'est vraiment comment vous vous appropriez, c'est vous qui allez, avec les clés que je vous donne, en fait, vous soigner. Ça c'est important. Alors, donc cette approche thérapeutique, elle va dépendre d'une part de l'individu et de la forme de la pathologie. Imaginons que vous avez tous, là, présent, une lombalgie. Ok ? Vous avez peut-être tous le même symptôme de la douleur. Néanmoins, vous n'avez pas tous le même âge, vous n'avez pas tous le même état de votre colonne vertébrale. Vous avez une lombalgie, mais vous avez aussi peut-être, pour certains d'entre vous, d'autres pathologies qui ont un effet ou pas sur votre lombalgie. Donc ce sont des exemples que je vais moi devoir prendre en compte, ce qui fait que le résultat de ce que je vais, par exemple, monsieur, vous transmettre, sera complètement, en tout cas sera différent de ce que madame, je vous transmettrai comme pratique. Pourtant, vous êtes venu avec la même, en tout cas les mêmes symptômes, la douleur lombaire. D'accord ? Donc,
première étape, la démarche va se situer en 3 étapes. Première étape, l'objectif premier, c'est de supprimer la douleur. Parce que tant qu'il y a la douleur, on ne peut pas faire grand-chose, on est épuisé et ça mine. Donc la première étape, c'est vraiment de supprimer la douleur et de préparer votre constitution à refaire les activités de base quotidiennes. Attention, quand je dis de base. Il y a des cas de lombalgie où la seule position confortable, c'est être au lit. Donc, la première étape, ça va être on soulage la douleur et ça va être de pouvoir du lit mettre assis, de la position assise mettre debout, de pouvoir aller à la salle de bain, aux toilettes et à la cuisine pour manger. Et de retourner vous coucher. Ça, dans les cas de sévérité, c'est ça. Ok ? Donc, c'est de préparer votre constitution à réaliser les activités de nouveau de base de la vie quotidienne. Je ne parle pas du travail et puis d'aller faire un footing. On est d'accord, hein ? Ok. Donc, le moyen que la yoga thérapie va vous apporter à travers sa pratique et ses techniques, c'est d'apporter du repos à la zone qui est concernée et de relaxer l'intégralité de votre corps. Votre corps vous parle et le message est clair, c'est ne bougez pas. Il vous dit écoutez ces symptômes. Et ne bougez pas, pourquoi ? Parce que chaque mouvement supplémentaire que vous allez faire dans un cas comme celui-ci, ça va être d'aggraver votre pathologie. Donc, le corps a un potentiel naturel de récupération, eh bien, faites-lui confiance et utilisez ce potentiel de récupération. Et si vraiment vous vous tenez tranquille pendant 3 à 5 jours, je peux vous garantir, avec les techniques qu'en complément je vais vous transmettre, je peux vous garantir que votre lombalgie va passer. Voilà. Ça, c'est donc la première étape. Deuxième étape, une fois qu'on a supprimé la douleur et que vous pouvez ressortir de votre lit. Voilà. Ça va être d'améliorer l'efficacité de la fonctionnalité de vos lombaires. Et aussi d'assurer la flexibilité de votre constitution. Parce que, ok, vous n'avez plus mal, mais est-ce que vous pouvez encore vous baisser, par exemple, en confort ? Est-ce que vous pouvez aller attraper quelque chose en hauteur dans vos placards ? Est-ce que vous pouvez monter et descendre vos escaliers ? Est-ce que vous pouvez vous retourner pour... Voilà. Non, ça va être de travailler sur, de redonner, de rendre à vos lombaires leur efficacité dans ce pourquoi vous les sollicitez. Donc à ce stade-là, le moyen de la yoga thérapie, pour ça va être de mobiliser en fait vos articulations et principalement l'articulation du bassin et de la zone basse du dos dans toutes les directions possibles. Vous savez que chaque articulation a un certain nombre de directions possibles qui varient d'une articulation, d'un groupe d'articulations. Les épaules n'ont pas toutes les mêmes directions que le genou ou le coude, voilà. Donc là, on va mobiliser le bassin et les lombaires dans toutes les directions possibles, d'une part. Et on va le faire comment ? Eh bien, avec des mouvements dynamiques. Donc, dans les techniques que je vais vous donner, tout à l'heure, on était sur du repos et de la relaxation. Eh bien là, vous allez commencer à pratiquer des techniques issues du yoga mais adaptées, qui ont une forme de mouvement dynamique associé à la respiration. Une des définitions du yoga, c'est de réaliser quelque chose qui n'a encore jamais été fait. Eh bien, cette étape-là va en fait amener votre constitution à pouvoir faire des choses qu'elle n'était pas en mesure de faire au stade précédent, voire même que vous n'étiez pas en mesure de faire même avant d'avoir votre lombalgie. Voilà. Au moment de cette étape 2, il y a quelque chose aussi qu'il faut ajouter, ça va être réduire les facteurs aggravants. Parce que la douleur est passée, vous dites chouette, j'ai plus mal, et on ne fait plus attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire on commence à reporter des charges lourdes, à passer son temps à se pencher en avant sans plier les genoux. Vous pouvez avoir des activités, des métiers avec des longues heures assises ou debout. Et du coup, il va y avoir des tensions répétées qui vont à nouveau venir sur cette zone-là et qui risquent de redéclencher votre lombalgie. Donc, la yoga thérapie prévoit dans son approche, au-delà de la pratique des techniques qu'elle vous transmet, d'aller aussi observer et de modifier, d'apporter des modifications dans votre style de vie ou dans votre régime alimentaire
ou dans vos activités. Voilà. Et puis enfin, la troisième et dernière étape, l'objectif cette fois-ci va être de renforcer l'intégralité de votre constitution. Souvenez-vous, en début de séance, je vous disais que bien souvent, le facteur déclencheur, c'est qu'on allait au-delà de la capacité naturelle de notre constitution, de nos lombaires, et que bien souvent, les muscles, cette zone-là, n'étaient pas suffisamment préparés et entretenus pour supporter, sans même déjà aller dans des activités extraordinaires, ce que l'on peut faire au quotidien. Donc la troisième étape du processus thérapeutique, ça va être de renforcer en fait la musculature de cette zone-là, pour que les tissus mous soient suffisamment solides pour venir protéger la structure des lombaires et en fait la renforcer et la protéger. D'accord ? Donc là, comment on fonctionne ? Cette fois-ci, on va fonctionner avec des techniques asymétriques d'une part et en statique, puisque les postures statiques vont travailler sur la force musculaire de votre constitution. Voilà. Et donc, à ce stade-là, on va en fait libérer le côté qui est davantage restreint. Vous avez sûrement déjà tous observé que vous avez plus de facilité d'un côté ou de l'autre. Voilà, parce qu'il y a finalement toujours un côté qui est davantage restreint. Et bien là, on va renforcer d'une part l'ensemble de votre constitution, mais on va faire un focus très important sur les lombaires et également travailler de manière asymétrique, puis après symétrique, pour réaligner l'ensemble de votre constitution et la renforcer. Voilà. Alors, pour conclure sur ce que je vous ai présenté et puis vous permettre de poser vos questions, donc maintenant vous en savez désormais davantage sur c'est quoi cette pathologie que pour la plupart d'entre nous on fait l'expérience un jour ou l'autre. Vous savez que vous pouvez agir sur cette pathologie, vous pouvez la soigner et vous pouvez être vous-même acteur avec des clés de votre guérison. Et également, écoutez votre corps parce qu'il vous donne les messages, il vous dit quoi faire et surtout prenez-le en compte, n'ignorez pas ce qu'il vous envoie. Voilà. Donc, je vous propose maintenant, si vous avez des questions, qu'on échange ou des exemples particuliers, ou que je puisse vous apporter des informations complémentaires que je ne vous aurais pas données pendant la conférence. Oui. Pour la yoga thérapie. Donc en fait, la yoga thérapie, c'est un protocole de soins qui se met en place sur 3 séances, minimum, 3. C'est-à-dire, et chaque séance est à 70 €. Donc en fait, première séance, vous venez au cabinet comme chez votre médecin, vous me décrivez vos symptômes, ce qui vous amène, quelles sont vos attentes. Je fais une observation de votre constitution, puisque c'est ça qui va me permettre de savoir ce que je peux soit vous donner à vous, madame, soit vous donner à vous, madame. Voilà. Sans cette observation, je ne peux pas. Ensuite, deuxième rendez-vous, je vais vous transmettre la pratique. Vous allez avoir une feuille, mais je ne vous donne pas la feuille comme ça, parce que moi, les techniques, je les connais par cœur et je les expérimente. Sauf que vous allez découvrir. Et moi, j'ai besoin de m'assurer que c'est correctement transmis, parce qu'il ne s'agirait pas que ça fasse l'effet inverse. Donc, deuxième séance, on pratique ensemble. En individuel ? Toujours en individuel, bien sûr, parce que votre cas est unique d'une part, et d'autre part, on est quand même sur, on parle santé, et sans parler de secret professionnel, voilà, ce que vous amenez vous appartient, et ça reste au cabinet, et voilà. Et du coup, je vous laisse pratiquer quelques jours à la maison. Troisième rendez-vous, c'est le rendez-vous de suivi, c'est-à-dire je veux m'assurer que je vous donne une fiche, mais des fois mes petits dessins, ils peuvent être lus d'une certaine façon. Et je veux m'assurer que les techniques telles que vous les faites à la maison, c'est bien de la même façon qu'on les a fait au cabinet, parce qu'il ne s'agit pas que ça aggrave. Et bien souvent, exactement. Et bien souvent, quand les gens reviennent, il y a déjà des petites choses qui se sont passées, des améliorations. Et peut-être que déjà, à ce moment-là, je commence à modifier le contenu de votre pratique. Parce que si la douleur a diminué en intensité, je peux déjà introduire des techniques que je ne pouvais pas vous donner la première fois qu'on s'est vu. D'accord ? Voilà. Donc, 3 séances, celles-ci, elles sont obligatoires pour mettre en place une yoga thérapie efficace. Voilà. Après, vous pratiquez à la maison.
soit vous êtes sur un stade premier et puis vos symptômes se sont résorbés, vous faites du sport, vous allez muscler votre zone et puis bah ok, je ne vois pas. Soit il y a besoin de poursuivre sur d'autres étapes. Mais ça, c'est vous qui allez me dire si vous avez encore besoin. Voilà. Il faut les ramener les radios, des choses comme ça, les patients, s'il y a besoin. Alors, simplement les symptômes. j'invite, si vous avez des conclusions d'examens médicaux, à les ramener. Il n'y a pas d'obligation, mais si vous êtes OK pour les partager, moi, ça m'aide. Voilà. Alors, les comptes rendus, je ne suis pas formée à lire les images. Par contre, les comptes rendus, je les comprends, enfin, ils m'aident. Hein, voilà. Donc, on peut participer au yoga thérapie. On a une hernie, plusieurs hernies. Est-ce qu'il y a des choses qui font que non, on ne bouge pas, Alors, justement, ce qui va distinguer le yoga de la yoga thérapie, c'est que la yoga thérapie, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais vous pourrez venir sur le stand après, elle va prendre, il y a un vaste champ d'intervention. Et je vous disais tout à l'heure, vous pouvez avoir d'autres pathologies. Donc, la particularité de la yoga thérapie, c'est que ce que je vais vous donner, votre corps peut le faire. Je vous donne un exemple. Quelqu'un vient et je vous dis, bah, allongez-vous sur le sol. Il y a des gens qui vont pouvoir s'allonger. Puis il y a d'autres gens, non. Donc, moi, si vous ne pouvez pas vous allonger sur le sol, bah, ce que je vais mettre dans votre pratique, il n'y aura pas de technique où vous allez vous allonger sur le sol. Par contre, si vous pouvez pratiquer sur votre lit, du coup, je peux vous donner des techniques allongées que vous ferez sur votre matelas. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas besoin d'être souple. Vous pouvez avoir plusieurs pathologies, puisque ce que je vais vous donner va toujours prendre soin de votre constitution. Vous êtes surpris dans votre secteur? Oui, mon cabinet est situé 21 rue Saint-Jean, donc c'est à Louviers, c'est la rue de l'hôpital. Il y a la respiration en même temps, vous disiez. Tout à fait. Vous apprenez des techniques de respiration en même temps. Alors, j'apprends des techniques de respiration. Il peut y avoir dans les pratiques, parfois, il y a des techniques pures de respiration, donc tout comme les techniques plus physiques, je vais vous les apprendre. De plus, sur chaque même technique, enfin geste physique, il y aura toujours une phase respiratoire associée. C'est-à-dire que si je vous demande de lever un bras par devant à la verticale, je vais vous dire lever un bras par devant à la verticale en inspirant. Et je vais vous dire, en expirant, ramenez le bras le long du corps. Tout geste physique se fait forcément sur une phase respiratoire. Et la respiration va énormément contribuer énormément au processus de guérison. Voilà. Merci de votre question. D'autres questions? Une dernière, une belle. Ah bah allez-y, on est là pour ça. Hein. Certaines mutuelles prennent en compte le yoga thérapie comme l'ostéopathie ou des choses comme ça? Alors, si votre mutuelle vous propose un forfait, on va dire bien-être, voilà. Mais qu'il ne liste pas les disciplines, c'est possible, oui. Si votre mutuelle a listé les disciplines et que la yoga thérapie n'en fait pas partie, eh bien, c'est ça. Il faut savoir qu'on est en France et que, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie, etc., on est un petit peu moins avancé sur la prise en charge de ces approches alternatives. Et si votre mutuelle fait un pack sans préciser, oui, c'est possible. C'est bon pour vous? Pas d'autres questions? Okay. Donc, si vous voulez, vous pouvez, on peut se rejoindre sur le stand et voilà. Si vous avez d'autres précisions, mais que vous souhaitez que l'on échange seul à seul, ou si vous souhaitez prendre rendez-vous. Merci à vous.